D'accord. Así es. Mira, Omar, ¿cuántos participantes hay? Porque yo veo ahí dos. ¿Ya dejaste entrada? Sí, acaban de entrar tres, pero en total tenemos un total de 36. Pero yo no veo ningún 36. No, no, inscritos, no, no los que vayan a ingresar. Son los que están inscritos. Sí, es que no tengo la mejor señal, pero igual si quieren esperamos 5 minuticos para que ya la gente vaya ingresando porque ya están, ya por lo menos tenemos 5 asistentes, faltan un poco más. D'accord. Merci.
Clémentine, on va commencer dans 1 minute plus ou moins. D'accord. Bueno, si quieren ya podemos comenzar. Ya hay 7, me imagino que mientras vayan en la Avec la moufle. masterclass van a entrar más gente, pero si quieren pueden dar inicio. Bueno, ok, vamos a empezar. Hoy tenemos la tercera y última conferencia sobre cine animado con una maestra de la animación. Se trata de Clémentine Robach. De nuevo, quiero agradecer el apoyo de Antoine Magnier, director del Festival de Animación de la ciudad de Lille, en el norte de Francia, por darnos el contacto de Clémentine. Y también a todo el equipo del Trasnocho Cultural por apoyarnos con estas conferencias en línea. Clémentine nos plantea un tema muy importante hoy con respecto a la animación de autor para las niñas y los niños muy pequeños. ¿Cuál es su objetivo, su valor y su verdadera razón de ser? Pero también nos va a relatar cómo y por qué adaptar los cuentos tradicionales al cine de hoy. Dos tópicos que como autora de animación relaciona para crear películas que tienen un impacto positivo sobre los más pequeños. Formada en cine de animación en la Escuela Superior de Artes Aplicadas y Textil de la ciudad de Roubaix y en la St. Lucas School of Arts en Bruselas. Posteriormente estudia docencia visual en la Escuela de Artes Decorativas en Estrasburgo. Clémentine Robach se dedica a la animación, las artes gráficas y la ilustración. Es autora de un libro interactivo para niños, La Ogresa. Con la Asociación Zerofan de la ciudad de Lille ha realizado varios talleres para películas de animación. En 2014 dirigió su primer cortometraje, La Manopla, la Moufle, adaptado de un cuento tradicional ruso. Corto seleccionado en 20 festivales. En 2015 realiza La Sopa de Piedras, seleccionada en 11 festivales internacionales. También ha participado como colorista en varias otras películas, entre las cuales La Pequeña Historia de Paulo de Nicolás Liguori, con quien estuvimos ayer, y actualmente está trabajando como animadora en un cortometraje esloveno, Steakhouse, que acaba de salir y ya ha ganado 2 premios. Es un placer para nosotros dejarlos en compañías de Clémentine, una profesional de la ilustración y de la animación, experta en didáctica, que nos va a introducir en el mágico mundo de los cuentos tradicionales para niños y también para adultos. Clémentine, la parole est à vous. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Ça me fait très plaisir de pouvoir partager avec vous un peu les coulisses de mes films et de pouvoir aussi vous partager tout simplement mon amour pour ce métier parce que c'est vraiment... je vais un petit peu expliquer tout ce qui me plaît dans ce métier, c'est à la fois quelque chose de très manuel et aussi très intellectuel. Donc, il y a un mélange de ces deux aspects qui sont très beaux, je trouve. Et donc, merci aux organisateurs et voilà, donc je vais commencer. Je vais vous partager mon écran et on va voyager un petit peu ensemble dans mon parcours. Là, déjà, je peux vous dire d'où je vous parle. Donc, je vous parle en fait du même endroit que si vous avez suivi la conférence d'hier de Nicolás Liguori. En fait, on partage cet atelier. Donc, je suis en France, à Cassel, et c'est près de Lille. Et donc, pour l'instant, on n'a pas encore fait de film ici, mais c'est un peu l'idée à l'avenir parce qu'on vient d'emménager dans ce petit village au milieu des feuilles d'automne. Alors, je partage mon écran.
Donc là, je vais commencer par vous parler de La Moufle, donc effectivement que j'ai réalisé en 2014. J'ai eu la chance en fait que le producteur Arnaud Demoinck des Films du Nord me propose d'adapter ce conte. Donc pour un premier film, c'était vraiment, je trouve, une chance parce que Arnaud Demoinck avait déjà écrit le scénario et pour moi, ça m'a permis de me concentrer sur la création de l'univers graphique et sur des questionnements purement de réalisation. Euh, alors que c'était par la suite j'ai pu me confronter aussi à l'écriture de scénario avec La soupe aux cailloux dont je vais vous parler après et c'est vrai que il y a déjà temps à se questionner quand on réalise et quand on crée l'univers graphique que le scénario en plus disons une difficulté supplémentaire donc pour un premier film voilà c'était parfait. Donc Arnaud a écrit le scénario, me l'a proposé, sachant que j'avais déjà illustré un livre pour les enfants et que j'ai plutôt un univers effectivement pour les enfants. Enfin, naturellement, j'aime beaucoup m'adresser à eux, même si en fait, quand je dessine, je pense pas forcément à qui je m'adresse quand je dessine, mais il se trouve que mes dessins, je pense, parlent plus d'emblée en fait aux enfants. Donc là, je vous ai un petit peu mis une espèce de patchwork d'images qui ne sont pas forcément de moi, ici que vous voyez en fond d'écran. Donc là, vous reconnaîtrez peut-être Le hérisson dans le brouillard de Yuri Norstein. Ici, on a La pie voleuse de Emanuele Luzzati. Là, c'est les possibilités du dialogue de Jan Svampmeyer. Et en bas à droite, nous avons La demoiselle et le violoncelliste de Jean-François Lagueny. Et donc, ce qui relie, c'est, on peut dire, ce qui relie ces auteurs, en fait, c'est un peu mes auteurs phares. C'est un goût pour la matière, je dirais, et une certaine, une très forte sensibilité à ce que peut dire la matière en elle-même, en fait. Et se laisser guider par l'aspect plastique et l'aspect fait main. Et à côté, ici, vous avez une illustratrice qui s'appelle Elzbieta. Donc, cet auteur est décédé il y a très peu de temps, en 2018. Et en fait, je l'ai rencontré, disons que j'ai rencontré ses illustrations enfants, et je me suis aperçue que ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Parce que vous pourrez constater que mon petit personnage là de la moufle ressemble beaucoup au sien que j'avais lu quand je devais avoir 7-8 ans. Et je fais juste une petite parenthèse pour savoir si ça va pour Alexandra, pour l'interprète. D'accord, très bien. Donc, est-ce que tu as besoin de temps là pour finir? Ok, très bien. Donc Elzbieta m'a beaucoup marquée étant enfant et je voulais vraiment en parler parce que pour moi, euh, de me rendre compte à quel point aujourd'hui en tant qu'adulte, euh, ça m'avait imprégnée, j'ai été vraiment imprégnée de ces images et de son univers, à tel point que à mon tour, quand il s'agissait à mon tour de créer un univers, euh, j'étais imprégnée aussi de son univers à elle et bien sûr de tout ce qui m'avait nourri tout au long de ma vie, de mon enfance jusqu'à maintenant. Jusqu'à inconsciemment, quand on crée un personnage,
on croit qu'on le crée par soi-même, mais on le crée avec tout ce qui nous constitue, avec tout ce qui nous a nourris auparavant. Et donc, vous voyez ici ce petit personnage d'Elzbieta que j'avais redessiné déjà étant enfant. Ici, ça c'est un dessin de moi quand j'étais petite, en bas à gauche. Et on le retrouve, voilà, quand je suis adulte, je le redessine sans le savoir. En fait, au moment où je fais la moufle, je n'ai pas conscience que je suis en train de refaire ce petit personnage de mon enfance. Et un jour, par hasard, après avoir fini le film, je retombe sur le livre d'Elzbieta et je me rends compte un peu que je lui dois quelque chose, que j'ai une sorte de petite dette envers elle, de, voilà, de ce qui m'a nourri et aussi certainement une certaine sensibilité pour les images. Alors, je vais commencer en vous montrant un extrait de La Moufle. Donc, hop. Voilà, je vais simplement laisser commencer le film et puis je l'interromprai au bout de quelques minutes. À tout de suite.
n'hésitez pas à noter des questions si jamais par la suite je pourrais y répondre si jamais il y a des choses qui vous interrogent. Je pourrais y répondre tout à l'heure. Donc voilà, c'est un film assez lent, sans parole. Et donc, je vais retracer un petit peu les différentes étapes de ce film et les choix que j'ai faits. Hop. Donc d'abord, Arnaud Demoinck m'a confié le scénario. Donc, ce que vous avez pu voir et constater, peut-être si vous connaissez aussi ce conte depuis le Venezuela, c'est que dans cette version-là, Arnaud a choisi, donc le scénariste, de contextualiser un petit peu le conte en lui-même. C'est-à-dire que dans le conte traditionnel, il n'y a pas le contexte avec les humains. Donc avec cette petite fille qui prend conscience du froid dehors et de sa dimension empathique en fait envers les animaux. Elle prend conscience que peut-être que pour les animaux c'est dur de vivre l'hiver. Donc elle a envie de faire quelque chose pour eux. Elle va déposer sa moufle dans la neige dans l'intention clairement de tenir chaud aux animaux en espérant que les animaux viennent se réfugier dans sa moufle. Donc ça c'est une invention du scénariste et une liberté, on peut dire, qu'il a prise. Et donc moi, une fois que j'ai eu en main ce scénario, il y a encore d'autres questionnements qui arrivent à travers la réalisation, parce qu'en fait, suivant les choix de réalisation, on peut encore apporter du sens, un sens supplémentaire en fait. Vous savez certainement que voilà, il suffit d'un gros plan ou d'une ambiance lumineuse, d'une ambiance colorée pour insinuer, pour faire sentir, donner un sens particulier, une atmosphère particulière aux images et amener même à penser des choses aux spectateurs. Donc c'est assez fort en fait tous les choix qu'on a à faire. Donc moi notamment ce que j'ai notamment dans ce conte traditionnel, ce qui m'a interrogée, c'est que et ce qu'il a fallu penser vraiment profondément, c'est que on pourrait croire que la morale de cette histoire, c'est comme tous les animaux rentrent dans la moufle et qu'au bout d'un moment, la moufle craque et tout explose et les animaux sont obligés de se disperser dans la nature. On pourrait croire que la symbolique, et la conclusion de l'histoire, c'est de toute façon, on ne peut pas accueillir tout le monde, il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. Et moi, je trouvais que cette morale, elle ne me convenait pas. Et j'avais envie de la nuancer. J'avais envie d'apporter vraiment une dimension plus chaleureuse, en fait. Une dimension d'accueil pleinement, en fait, à ce conte. Et pas la dimension du rejet, au contraire. Donc, j'ai fait en sorte, à travers donc, le découpage, c'est pour ça que je montre longuement cette page-là, vous voyez des extraits de découpage et de storyboard. D'ailleurs, je vais faire défiler un petit peu l'animatique. Donc, voilà, je vous montre un petit peu sur la fin. Donc là, il y a le renard qui arrive.
Donc c'est... voilà, donc ça vous voyez toutes les cases du storyboard mises bout à bout pour l'animatique. Donc voilà, donc les choix que j'ai faits pour... alors, le son. Tac. Pour rendre un peu ce conte vraiment chaleureux avec une dimension d'accueil, c'est tout simplement dans les choix de réalisation que le moment où la moufle craque, ce soit le moment, enfin tout simplement du lever du soleil. Donc les animaux, effectivement, ont pu passer la nuit au chaud dans la moufle pendant toute la durée de la nuit. Il s'est passé toutes ces aventures où ils ont tenté d'être tous ensemble. Et au lever du soleil, la moufle craque. Avec l'arrivée de cette... Là, dans l'animatique, c'était la petite fourmi. Mais voilà, donc hop, pouf, ça explose au petit matin. Donc voilà, donc ça c'est la première étape, tous les questionnements de sens en fait, quelle signification on met derrière nos choix de réalisation. Alors ensuite, ou en parallèle, il y a les recherches graphiques, donc à quoi vont ressembler les personnages. Donc comme je vous disais, un personnage, ça naît, on pourrait croire que ça naît un peu par hasard, mais ça naît de tout ce dont on est constitué, donc de toutes les images qui nous ont nourris, que ce soit dans les livres pour enfants de notre enfance ou même des packaging de publicité sur les céréales ou n'importe quoi qui a constitué notre univers visuel en fait depuis qu'on est petit. Donc c'est pour ça que pour moi faire un film c'est aussi avoir beaucoup de responsabilités parce que faire une image c'est porteur d'une sensibilité qu'on va partager. Donc, c'est quelque chose qui ensuite va habiter l'enfant. Donc, c'est vrai que quand je pense à ça, je me sens un petit peu pleine d'une responsabilité et j'ai envie de mettre tout mon cœur à créer des images qui sont tendres et qui sont ou qui sont sincères en tout cas, qui apportent quelque chose de sincère à l'enfant. Donc ici, il y a les recherches de la grand-mère. Donc au tout début, vous voyez en haut à droite, c'est des crayonnés qui n'ont rien à voir avec le personnage final qui se trouve, qui est en papier découpé avec de la matière. J'ai vraiment voulu, dès que j'ai lu le scénario, en fait, j'ai vraiment voulu que au niveau du visuel, on ait envie de toucher le film, en fait, que ce soit très tactile. Donc c'est pour ça que je me suis dirigée vers du papier découpé, avec des matières parfois déjà toutes faites, ici comme la jupe de la grand-mère, vous voyez. Est-ce que je dois ralentir peut-être un petit peu? Donc la jupe de la grand-mère, là, c'est en fait c'est un papier qui est existant. Donc je collecte beaucoup de matière, de papier, de tissu, et ensuite je viens découper dedans et m'inspirer en fonction de ce que j'ai. Donc là, on a le grand-père. Donc je voulais vraiment qu'il ait un côté un petit peu un grand monsieur comme ça, un petit peu fragile et avec des bras ballants comme ça, des bras qui balancent. Voilà, donc ici on a aussi une ébauche de décor où on voit clairement le papier déchiré. Je voulais vraiment qu'on sente les coups de ciseaux,
le geste de déchirer, le geste de dessiner. Pour que l'enfant, pour lui, c'est presque familier en fait. Quand il voit cette image, il arrive à lire l'image, il arrive à reconnaître le crayon, il reconnaît... c'est des matières qui lui parlent. Donc, en parallèle une fois, non, c'est pas en parallèle, pardon, c'est après que j'ai bien défini à quoi allaient ressembler les personnages, il y a une phase vraiment très d'organisation, où il faut vraiment être très précis de préparation du tournage. Donc, il y a plusieurs choses à penser. Il y a l'échelle des personnages, parce que tout va être découpé et fabriqué. Donc, on a besoin de savoir combien de personnes, combien de pantins, combien de marionnettes on va découper pour un seul personnage. Donc, vous voyez, en bas à droite, on a le tableau de répartition juste des humains ici. Je n'ai pas mis celui des animaux, mais en fonction des plans. Et ça, le fait de faire ce tableau, donc pour un personnage, de savoir combien de fois je vais le fabriquer en fonction de sa taille, donc en fonction de l'échelle des décors que j'ai définis. Donc j'avais défini 3 échelles de décors en fonction si c'était un plan large ou un plan serré ou un plan moyen. Et donc en fonction, vous voyez en haut à droite, il y a pour le même personnage 4 en fait échelles de pantins. Donc il y a à la fois l'échelle du format, enfin l'échelle du personnage, et le fait de le voir de face, de profil ou de dos. Donc en tout, pour un seul personnage, ça pouvait monter à une vingtaine, parfois une dizaine ou une vingtaine de marionnettes. Ensuite, à gauche, vous voyez, ça c'est un extrait. Pour chaque plan, on a fait une fiche technique de tout ce à quoi il fallait penser au moment du tournage. Donc avec les notes de l'action, s'il y avait... si le plan aurait besoin par la suite de retouches ou pas, donc des retouches avec un logiciel qui s'appelle TV Paint. Donc ça c'est un petit peu technique, je ne sais pas si ça vous intéresse en fait, mais si vous voulez je pourrais revenir dans les détails, dans les questions, si vous avez des questions par rapport à ça, comme ça je passe un peu rapidement là-dessus. Mais voilà, c'est une fiche qui nous permettait de rien oublier au moment de l'animation. Alors, une fois qu'on avait fabriqué les pantins, il fallait aussi fabriquer les décors. Donc, je me suis munie de tout un panel de papier artisanal, comme vous pouvez le voir à gauche, là, où j'ai construit un petit peu ma palette de couleurs. Et donc, les décors sont faits à la fois avec ces papiers traditionnels népalais, et à la fois avec des réaux de pastel et de crayons de couleur pour apporter des ombres, apporter une ambiance colorée. Donc ici, vous voyez comment j'ai fait la fabrication des pantins. Donc une fois que j'avais bien défini mon personnage, j'avais plus qu'à le redécouper en fonction des articulations qui allaient bouger au moment de l'animation. Donc voilà, j'ai pas dit, excusez-moi, mais que l'animation, c'est de l'animation au banc titre. Donc vous allez voir par la suite à quoi ça ressemble, si vous n'avez pas encore une idée de ça, parce que c'est vraiment une technique très traditionnelle où on fait de l'image par image en faisant bouger seulement le papier sous l'appareil photo. Donc une fois qu'on a la marionnette, c'est juste la marionnette qu'on bouge image par image. Voilà, donc ici vous avez la fabrication des décors avec Nicolas Lugori que vous avez vu hier, qui m'a aidé sur les décors et sur le storyboard aussi.
et la fabrication de l'intérieur de la moufle et de la moufle. Voilà, donc là, j'étais dans le rouge. Voilà, ici, on a des photos du tournage. Donc, alors, ça a été aussi une très belle expérience, notamment pour les échanges avec la chef opératrice qui est venue pour m'aider à avoir l'image, le rendu lumineux souhaité. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé des grands panneaux blancs, en fait, le polystyrène que vous voyez en haut. Ça permettrait d'avoir une lumière indirecte pour avoir très peu d'ombre portée et voilà, pour avoir une image très douce. C'est aussi un aspect auquel on ne pense pas forcément quand on crée une image en tant qu'illustrateur, par exemple. Ici, en animation, la lumière, elle a aussi un rôle à jouer dans le rendu de l'image. On peut encore apporter une sensibilité, en fait, rien que par la lumière. On peut encore décider des tas de choses par la lumière. Donc voilà, moi je voulais qu'il y ait très peu d'ombre. Donc je vais vous montrer quelques extraits du tournage. Donc ici vous voyez, je suis en train d'animer la plus petite souris, donc en plan large, avec une pince, tellement elle est petite. Donc voilà, ici j'ai le retour vidéo grâce au logiciel Dragonframe. Et puis la petite souris que je faisais passer, alors que j'animais, voilà, en tout petit. Ici, donc, on a l'animation. Alors, je vais vous montrer. Là, vous voyez dans un des premiers plans du film, on voit le papy mettre son écharpe. Donc, en fait, on a préparé en amont l'animation de l'écharpe qui va s'enrouler autour du cou du papy. C'est pour ça qu'il y a toutes ces écharpes prêtes à être remplacées au moment de l'animation sous l'appareil photo. Donc, à chaque nouvelle photo, on changeait d'écharpe. Donc ça, c'est un travail qui a été assez long en amont pour préparer les animations un peu plus complexes. Mais il y en a juste quelques-unes dans le film. J'ai essayé de limiter quand même. Mais c'est, voilà, quand on fait du papier découpé, on a cette possibilité-là, soit d'animer juste en déplacement, donc du personnage, soit en remplacement, donc notamment grâce comme avec l'écharpe, ou par exemple quand quelque chose grossit, c'est le cas de la moufle, quand elle grossit, on a besoin de différentes phases en papier découpé pour remplacer au banc titre sur la table de tournage les éléments. Et ça crée une animation très fluide en fait, le fait de remplacer, de substituer le papier découpé. D'ailleurs, si on a le temps, à la fin, je pourrais vous montrer aussi des extraits de mon travail sur le film de Spela Cadez, Steakhouse, qu'elle a fait aussi en papier découpé. Et elle a fait le choix, en fait, c'est vraiment un choix esthétique que toutes ces animations soient faites en remplacement de papier, en substitution. Donc ça crée vraiment un type de mouvement particulier qui est encore différent de l'animation en déplacement. Donc, par exemple, ici, on a le renard. Donc, vous voyez, la moufle, il y en a sur le côté, vous voyez qu'on a plusieurs moufles. Pourtant, c'est la même moufle, mais que je remplace au fur et à mesure de l'animation, parce qu'ici, c'est une moufle que le renard retourne avant de rentrer dedans. Donc, c'est
j'avais été aidée par une animatrice qui s'appelle Valentine Dumez, qui m'avait préparé toutes les animations en substitution du film. Donc là, on voit le renard. Alors, je vais peut-être accélérer un petit peu, sinon j'aurai pas le temps de vous montrer la soupe aux cailloux. J'essaye d'aller un petit peu plus vite. Je vous montre seulement, voilà, peut-être ici, on voit, alors, je voulais vous montrer les références, alors, où c'est qu'il y a, pardon, je vais retrouver. Bravo. Donc là, c'est pareil, c'est la couverture. Voilà, bon, alors, je vais passer un petit peu plus vite, en vous montrant notamment la deuxième phase. Une fois qu'on a fait toute l'animation au banc titre, on avait encore à faire des petits éléments comme ça, comme la queue de la souris ou les cheveux des personnages. Comme vous avez pu voir, ils étaient chauves. Dans un logiciel, TV Paint, parce que c'était des éléments tracés qui étaient difficiles à faire en papier découpé, donc j'ai décidé de les faire numériquement. Voilà. Voilà, je vous montre encore quelques images. Et si vous voulez bien, on va passer à la soupe aux cailloux. Donc je vais vous montrer un extrait, et puis après on pourra en parler un petit peu. Et une fois que j'aurai fini, vous pourrez me poser des questions que vous voulez. Alors, j'ai eu la chance d'avoir une version en espagnol grâce à un festival à Barcelone. Donc voilà, je vous montre un extrait depuis cette version espagnole. À tout à l'heure. Buenas noches, señoras y señores. Hoy vamos a aprender una receta de supervivencia, una fórmula para las neveras vacías, las carteras vacías, las tripas vacías. Un plato sabroso, delicioso, maravilloso y además de toda la vida. Se preguntarán, ¿cómo es que no se nos había ocurrido hasta ahora? Pues bien, queridos telespectadores, hoy rescatamos esta receta del olvido en exclusiva para ustedes. No alarguemos más la intriga, se trata, damas y caballeros, de la tradicional sopa de piedra. Y sin más dilación, veamos la receta. Bien, es muy sencillo. Lo primero, necesitarán una cazuela bien grande. También pueden utilizar un caldero. Llénenla de agua del grifo. Añadan un terrón de azúcar, una piedra y pónganla al fuego. Muy bien. Está casi lista, pero no se olviden de lo más importante, lo que le dará ese sabor tan particular, ese toque irresistible. Sobre todo, no se olviden de añadir... ¿En vuestra casa se ha apagado? Se ha cortado. Se acabó esta chamuscada. No sirve para nada. ¿Lo vuestro también? Justo en el momento clave. ¿Habéis escuchado el final de la receta? Quieren hacernos comer piedras. Esto es lo último. Una sopa de piedra. No debe de ser muy sabrosa. Pero... ¡no os vayáis! Pero si es verdad, sopa de piedra, anda que...
Bueno, ¿preparamos la sopa de piedra? Ya se verá si está buena. Ya está. Ahora esperar a que hierva. Si no le parece mal, le añado una pizca de sal. Para mí es fundamental. ¡Un ratón! Pero bueno, si quiere mi opinión, querido ratón, de la sopa, el apio es el campeón. ¡Oh! ¡Un gato! Para mí en la sopa una patatilla siempre hace maravillas, ¿no os parece? Buena idea, sí. Pero para alegrar un puchero, nada como una ramita de romero. Para mí a esta olla le falta una cebolla. ¡Au! ¡Que me pincho! Oye, no es que seamos rácanos, ¿eh? Pero no nos queda más que un rábano. No hay lobo a la vista. Yo también quiero dar mi toque de artista. No, Clemente. Era nuestro último ingrediente. Bueno, traigo una chiribía. No es nada del otro mundo, ¿eh? Algo insípido, lo sé. Pero bueno, tiene su aquel. Claro, señor oso. Manzana y chiribía, pareja en armonía. Voilà, alors donc la soupe aux cailloux, c'était une aventure très différente de la moufle, notamment parce que c'est moi qui écrivais le scénario et parce que c'était pas du banc-titre, c'était pas du papier découpé. Alors, il y a eu plusieurs raisons à cela. Donc, en fait, la soupe aux cailloux vient d'un conte traditionnel qui est français, qui est d'Auvergne, une région très reculée, au milieu des montagnes. Et donc on ressent dans ce conte, on ressent vraiment un besoin en fait de relier les gens. C'est vraiment ce qui m'a intéressée. Donc voilà, pourquoi à un moment donné on se dit on prend un vieux conte et on se dit bah, il nous parle encore aujourd'hui. Pourquoi finalement ressortir de l'ombre une histoire pour la raconter à nouveau. Et c'est vrai que les contes, ils ont, je pense, une force très grande parce qu'ils ont traversé les âges, donc pour traverser les générations, c'est qu'ils ont quelque chose à nous dire à travers au-delà même des modes ou des changements de mentalité des populations, on peut dire, ils ont quelque chose de tellement fort en eux que ça peut encore être partagé. Après, il y a différentes versions d'un même conte et c'est au conteur de choisir sa façon de le partager. Et je pense que c'est là qu'on a toute la légitimité et aussi la légitimité de se réapproprier un conte pour le raconter à nouveau. Donc voilà, je parle ici du fait que
ce conte m'a interpellée par justement différents thèmes que j'ai listés. Donc j'ai fait une liste de tout ce qui m'intéressait, notamment l'image de l'étranger. Dans le conte traditionnel, c'est un étranger qui arrive dans un village et qui fait un peu peur à tout le monde et qui, le loup en toquant chez la poule, va lui demander de faire un bouillon, donc on s'en méfie beaucoup, il y a beaucoup de méfiance. Et donc rien qu'en disant ces mots, on s'aperçoit que c'est des problématiques très actuelles. En fait, c'est l'étranger qui fait peur et qui, voilà, dont on ne connaît pas les codes, et qui pourtant arrive, et il va pourtant falloir le rencontrer et finalement partager quelque chose avec lui. Et ce qui me plaît beaucoup dans ce conte, c'est qu'on se rend compte que malgré toute la peur, l'envie de partager est plus forte. Voilà, il y a aussi beaucoup de ruses, beaucoup voilà, de fantaisie, et chacun apporte et de générosité. Voilà, donc moi, une fois que j'ai décortiqué, une fois que j'ai fait la liste de tout ce qui m'intéressait dans le conte d'origine, ensuite il fallait que je m'approprie, que je puisse raconter à ma manière. Donc de là, j'écrivais dans tous les sens, même sur des petits papiers qui tenaient dans la poche, sur n'importe quel carnet, toutes les idées qui me venaient par la tête. Et de toutes ces thématiques qui m'intéressaient, j'en ai tiré certaines. Donc l'image de l'étranger, par exemple, elle est devenue... il n'y avait plus juste un seul étranger qui arrivait de l'extérieur dans un petit village, et finalement, les habitants du village devenaient eux-mêmes étrangers les uns pour les autres. On peut être l'étranger dans sa propre famille, et on peut être l'étranger pour son voisin. On peut être l'étranger pour des gens proches, en fait. Et ça dépend de nous de faire en sorte de rencontrer l'autre, et pour que l'autre ne soit plus source de peur ou d'inconnu. Pour moi, c'était ça l'objet, le centre du conte. C'est pour ça aussi, je pense que j'ai voulu... en fait, le sens, en général, le sens, la signification que je tire comme ça, comme un fil dans un conte, m'amène à mes choix graphiques. Donc, la symbolique du partage, par exemple, pour moi, ça m'inspire tout de suite quelque chose de rond. Voilà, en plus, il y a l'idée de la marmite qui est ronde, qui est généreuse rien que dans sa forme, en fait. Donc, je suis très vite passée comme ça du sens à l'image. Il y a beaucoup d'allers-retours, en fait, entre les mots et l'image. Et parce que les mots m'inspirent beaucoup, donc quand une thématique m'inspire, par exemple la thématique du partage qui m'inspire la rondeur et tout ça, en parallèle il va y avoir tout ce qui est un peu froid et carré, comme voilà, ce que j'ai amené moi de nouveau dans ce conte, c'est notre rapport aux écrans. Donc ici c'est la télévision, on voit pas du tout ni de téléphone, ni de tablette et tout ça, mais finalement, ça parle un petit peu de ça, de notre rapport à l'autre à travers les écrans, finalement. Et voilà, ça peut poser des questions sur l'influence que ça peut avoir, en fait, dans nos relations. Donc, vous avez pu voir aussi que ça avait vraiment construit l'imaginaire, le visuel du film.
Ça commence, c'est carré, il y a très peu de mouvement aussi. Les lumières sont assez froides. Et ensuite, à l'arrivée de la marmite, une fois que tous les personnages se retrouvent sur la place, il y a beaucoup de rondeur avec les halos, la lumière des bougies, la lumière du foyer. Et à ce moment-là aussi, le mouvement revient. Donc, quand les personnages sortent de chez eux, ils sont plus figés à ce moment-là. Donc il y a un peu un parallèle comme ça entre le fixe et le mouvant. Donc voilà, donc il y a eu beaucoup de retravail de versions du scénario. Voilà, donc là j'expliquais, mais je vais passer vite. Ici c'est mes inspirations, donc peut-être que vous avez repéré mes influences en voyant le film, donc l'extrait du film. Donc j'aime beaucoup Paul Klee, m'inspire beaucoup, Francis Picabia. Ici à droite on a aussi une illustratrice iranienne actuelle qui s'appelle Rachin Keriye. Voilà, et là donc il y a quelques recherches graphiques avant l'aboutissement que vous avez pu voir. Donc notamment avec la petite souris, là le halo était beaucoup plus texturé, donc, la petite souris elle était en papier découpé, alors que maintenant j'ai complètement éliminé le papier découpé et c'est devenu uniquement de la peinture scannée et animée sur l'ordinateur. Alors pourquoi j'ai pas voulu refaire du papier découpé au banc-titre sous l'appareil photo? C'est parce que justement le rôle de la lumière ici avait un rôle très important et j'avais envie de pouvoir animer la lumière d'une façon assez fluide, assez souple, et pour ça le numérique était idéal en fait, de pouvoir changer les atmosphères lumineuses et faire vibrer la lumière. Ça aurait été possible au banc-titre avec beaucoup d'astuces et de réflexions, mais en tout cas le jeu des transparences et des variations lumineuses était vraiment facilité par l'ordinateur, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette technique. Voilà. Et bien ici je vous montre encore quelques petites images. Donc ici il y a marqué recherche de personnage, mais en fait oui, ici vous avez différents chats avant le chat final à gauche et tout à droite par contre c'est vraiment les éléments qui sont scannés pour la fabrication du pantin numérique. Donc c'est des formes très simples qui sont après associées, assemblées numériquement. Voilà pour la recherche de l'éléphant, du loup. Et ici, j'ai rassemblé tous les personnages et vous pouvez voir les pantins éclatés à droite, mais qui sont un peu après associés sur l'ordinateur. Voilà. Donc, bien sûr, il ne faut pas oublier le son, qui est une part très importante dans un film, et notamment dans ce film de la soupe aux cailloux, j'ai voulu vraiment que les bruitages soient très musicaux. Et ça a été un vrai plaisir de travailler avec Franck Lambert, qui a aussi travaillé sur La Moufle. Son nom d'artiste est Falter Branc. Donc il a travaillé sur mes deux films et pourtant les deux films ont des atmosphères musicales très différentes et musicales et sonores d'ailleurs. Voilà, donc ça aussi c'est des choix qui sont passionnants à faire en collaboration. Et ici je remercie dans le générique tous les Ahora sí, Alexandra, ahorita sí. Il va falloir
Oui. Voilà. Question. Oui, c'était... Oui, encore? Ici? Là? Ici? Ici? Alors, je disais, donc vous avez entendu quand je parlais de l'importance de la lumière, pourquoi j'ai utilisé l'ordinateur plutôt que le papier découpé pour justement pour donner la place à la lumière. Vous avez entendu ça? D'accord, donc je continue. En fait, ici, je montrais, en fait, on voit à la fois des recherches de personnages et le personnage définitif à gauche. Et à droite, vous voyez un ensemble de formes très simples qui est en fait, qui sont les formes euh, que constitue le personnage. C'est réellement ces formes-là qui sont assemblées pour faire le personnage sur l'ordinateur. Donc elles sont scannées et assemblées sur l'ordinateur en vue de l'animation sur ordinateur. Ça va, je continue? Donc voilà, donc je montrais ici les recherches graphiques du personnage et le personnage définitif à gauche. Donc vous voyez, tout en bas, les éléphants, ils sont très différents. Il y avait eu encore du papier découpé là, et après je suis allée vers quelque chose de beaucoup plus... j'avais envie d'aller vers quelque chose de translucide, de transparent, de très liquide, justement pour rejoindre les idées de lumière et qui sont très importantes dans le film. Donc voilà, ici on a la recherche du loup. Et ici les différents personnages définitifs du film avec les pantins en version éclatée à droite. C'est des pantins, c'est ces formes-là qui sont assemblées sur l'ordinateur. Voilà. Et ensuite, je parlais du son. Donc ça, vous n'avez pas entendu le son non plus? Non. Donc je disais, oui, oui. Donc je disais que c'était très important pour moi aussi le son, de pouvoir collaborer avec notamment Falter Brank, là, qui est le musicien et sound designer de mes deux films, à la fois de La Moufle et de La Soupe aux cailloux. Dans les deux films, c'est deux atmosphères sonores très différentes. Euh, dans le film de La Moufle, je voulais vraiment des sons réalistes. On sente le vent, on sente la neige. Et alors que dans La Soupe aux cailloux, les bruitages eux-mêmes, donc les bruitages sont très musicaux. C'est pas réaliste. Je voulais qu'il y ait aussi beaucoup de fantaisie dans le son de La Soupe aux cailloux. Donc que le son du caillou qui mélange les aliments dans la soupe soit très musical et apporte un peu ce côté magique en fait à la recette. Et donc tout est pensé comme ça dans La Soupe aux cailloux, les bruitages sont très musicaux.
Voilà, donc je voulais finir en disant qu'un film, c'était aussi quelque chose de très collectif. C'est pour ça que ici, je finissais avec cette image du générique où je remercie toutes les voix du film, parce que dans la version française, les voix, en fait, c'est peut-être pas le cas dans la version, je crois pas qu'ils l'ont fait dans la version espagnole, mais dans la version française, les voix ont toutes des accents étrangers. Donc il y a même si tous les personnages parlent français, on peut entendre un accent italien, un accent chilien, un accent, par exemple, l'éléphant, il a un accent sénégalais. Et c'est vraiment des personnes qui ont un accent authentique. J'ai pas voulu prendre des personnes qui imitaient l'accent parce que pour moi, c'est pas. J'avais envie qu'on ressente vraiment les voix venues d'ailleurs. Voilà, donc c'est aussi des belles rencontres en fait de faire un film. Voilà, et je vais finir là-dessus et vous remercier pour votre attention et je suis ouverte à vos questions si vous en avez. Je vais peut-être arrêter le partage d'écran. Voilà. Sí, hay una pregunta. ¿Qué técnica utilizó en la sopa de piedras? Donc, les personnages, comme vous avez pu voir, ils sont peints à la gouache. Ils sont ensuite scannés et animés sur l'ordinateur avec un logiciel qui s'appelle After Effects. Et dans After Effects, il y a un autre plugin qui s'appelle Duik. Et donc, c'est avec ça que j'ai animé les personnages. Gracias. Hay un comentario, Clementín, tu trabajo es fantástico. Me impresiona que la animación sea algo más de autor, a diferencia de lo que ocurre al otro lado del mundo en América. Por aquí es más común el trabajo de un equipo enorme de animadores. Estoy impresionada con el trabajo solitario del artista. Merci beaucoup pour ce retour, c'est très gentil. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance dans le court-métrage, en fait, de pouvoir avoir cette liberté graphique, parce que je pense que, et aussi à la fois dans ce qu'on raconte, et puis et de comment on le raconte, c'est vrai que c'est une liberté qui est sûrement propre au court-métrage. Mais j'ai l'impression qu'il arrive quand même un petit peu aussi dans le long métrage parce que je crois que dans votre festival, vous avez aussi eu des belles projections, notamment la fameuse invasion des ours en Sicile qui est aussi graphiquement... enfin, voilà, il peut y avoir des audaces, des choses assez folles aussi et de la fantaisie aussi dans le long et j'espère que ça va prendre ce chemin à l'avenir de plus en plus. Hay una otra pregunta. ¿Cuánto tiempo te llevó realizar ambas animaciones? Me encantaron. Alors, à peu près 2 ans pour chacun. Sachant que j'ai eu des périodes d'attente en fait, parce que comme vous savez sûrement, quand on veut réunir des subventions pour pouvoir fabriquer un court-métrage en attendant d'avoir les réponses, on continue soit à travailler de façon voilà, un peu gratuite, le temps d'avoir les subventions, soit... enfin, moi, en tout cas, c'est pendant ces périodes d'attente
que j'ai pu aussi commencer à travailler sur mon deuxième film. Donc en attendant de savoir si je pouvais travailler sur la moufle, j'ai commencé à écrire et à faire des recherches sur la soupe aux cailloux. Donc en fait, les 2 ans de la moufle se sont un peu imbriqués avec les 2 ans de la soupe aux cailloux. C'est pour ça que ça paraît très rapide en fait, parce que la sortie de la moufle est en 2015 et la sortie de la soupe aux cailloux est en 2016. Donc on a l'impression que je suis allée très vite pour faire les films, mais ça a été plus long que ça quand même. Sí, hay una pregunta de Marena Ferrer. Muchísimas gracias por la charla, magnífico recuento desde la idea hasta la animación final. Y la pregunta es, ¿tú misma ejecutas la animación en After Effects o cuentas con un animador para ese software en específico? Là, on était une petite équipe de 2. On était 2 à animer, donc Anaïs Sorrentino et moi-même, sur le logiciel After Effects. Donc, en fait, que ce soit sur la soupe aux cailloux ou sur la moufle, on était une petite équipe de 2, parce que sur la moufle, il y a aussi Nicolas qui a animé au banc titre avec moi. Donc, voilà, en court-métrage, c'est vrai que c'est toujours des petites équipes. Moi, le maximum que j'ai eu à travailler en court-métrage en animation, on est monté à 5 personnes au banc titre, 4 ou 5 personnes. C'était notamment sur le film Trace dont vous a parlé, je crois, Nicolas Ligori hier. Voilà, non, mais ça reste des toutes petites équipes, justement parce que il y a cette dimension très plastique, très fait main, qui est délicate à partager à plus de personnes, parce que c'est tellement des fois difficile de mettre en mots pour expliquer comment rendre un personnage ou comment animer, que c'est important d'avoir une proximité avec son équipe d'animation pour être vraiment en connivence, en complicité dans l'animation et dans le partage du sensible. Sí, hay una pregunta con respecto a la sopa de piedras para saber quién la inspiró. Es un cuento tradicional, tengo entendido. Oui, c'est un conte traditionnel. Alors, ça a peut-être coupé au moment où je l'ai dit, je ne sais pas. C'est un conte traditionnel de France qui vient d'une région d'Auvergne, une région un peu reculée, ouais. Tout à fait. ¿Qué libro para niños ha ilustrado o creado? ¿En qué editorial están publicados? Alors, c'est un livre, oui. Pour l'instant, j'ai jamais fait de livre papier. C'est un livre numérique qui est édité aux éditions La Souris qui raconte. Donc, vous pouvez aller voir sur Internet. Et le titre du livre, c'est L'Ogresse. Hay una pregunta, creo que ya la habían respondido. ¿Qué programas para armar las secuencias animadas se emplearon a nivel digital? ¿Y qué denomina la truca? Alors, ce qu'on appelle banc titre, c'est... alors, je peux peut-être vous montrer une photo. Là, j'ai encore un peu le temps. Ce sera plus explicite parce que donc le banc titre, je vais vous montrer avec le film de Spela Cadez, Steakhouse. Alors, ici, vous avez un multiplan. C'est ce qu'on appelle multiplan parce qu'il y a plusieurs niveaux. Et en haut, ici, on ne le voit pas, mais tout en haut de... Ah oui, pardon. J'ai oublié de partager mon écran. Alors,
C'est bon? Ça va? Ok. Donc ici, c'est ça qu'on appelle un banc titre en fait, ou un multiplan. Moi, sur la moufle, j'étais pas en multiplan, il n'y avait qu'un seul niveau. Mais ici, sur le film de Spé la Cadèze, vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux. C'est pour ça qu'on dit multiplan. Et l'appareil photo est tout en haut pour prendre en photo l'image qui se trouvera à l'horizontale. Donc, vous voyez, ici, donc on a le décor tout en bas et les personnages sur les niveaux supérieurs. Et comme l'appareil photo est au-dessus, ça prend l'image à plat, quoi. Ça mélange. On ne perçoit pas la profondeur, quoi. Ça nous crée une. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Donc après, on déplace les éléments et donc ici, il y a de la substitution en fait. Donc on remplace, soit on déplace les éléments, soit on les remplace. Et à chaque fois, c'est pris. Donc au fond, vous voyez, on a le retour vidéo du multiplan. Je ne sais pas si vous voyez derrière Spé la Cadèze, on voit le retour de l'ordinateur. Donc c'est ce qui nous permet de contrôler l'animation des photos qu'on prend au fur et à mesure et qui défilent à la fréquence d'image qu'on a décidé. Est-ce que c'est assez clair ou est-ce que vous voulez que j'explique davantage? Bueno, yo creo que Denise ha levantado la mano, pero no veo su pregunta. Ah, dice excelente, o sea que sí entendió. Fue muy bien explicado. Bueno, una última pregunta, porque tengo otra sesión ahora, otra conferencia. ¿En qué momento una historia ilustrada se convierte en animación? ¿Qué debe tener una historia para convertirse en animación? ¿El personaje o la historia en sí? ¿Qué hace que se convierta una historia tradicional en animación? Alors déjà, il faut que ça fasse vibrer quelque chose en soi dans ce qu'elle a à nous dire. Enfin, moi, c'est ça mon moteur. C'est ça quand je lis une histoire, si j'ai envie de la partager, ensuite effectivement, quelle est la valeur ajoutée d'un film par rapport à une image fixe, par rapport à un livre, par exemple. On pourrait se poser la question. Je pense pas que... enfin, c'est vraiment important, effectivement, de se dire est-ce que je vais apporter une version suffisamment intéressante pour que ça apporte quelque chose d'autre par rapport à ce qui existe déjà. Et ça, c'est un peu dur à définir. Je pense que il faut ressentir la nécessité en soi, et effectivement, pas faire quelque chose de façon tiède, pas se dire allez, cette histoire, ça va bien, mais ça pourrait être une autre. Enfin, en tout cas, pour la soupe aux cailloux, moi, ça a été vraiment parce que c'est des thématiques importantes pour moi qui sont vraiment actuelles, en fait, politiquement aujourd'hui. Je pense que il y a un peu cette notion en moi j'ai pas envie d'être moraliste, j'ai pas envie nécessairement de faire penser, j'ai pas envie de faire passer des messages en disant c'est comme ça qu'il faut penser, c'est pas du tout ça. Mais par contre, j'ai envie de partager des questionnements et j'ai envie d'apporter aux enfants une matière à penser, en fait, qui ressort d'un film, pas en se disant ah c'est comme ça qu'il faut penser, mais en sentant qu'il y ait peut-être quelque chose qui a bougé en lui et qu'il se questionne.
Donc par rapport à la question entre l'image fixe et l'image animée, ça c'est très intéressant de se dire est-ce que je vais apporter quelque chose d'autre en animant une histoire. Je pense que en fait tout simplement l'image fixe elle n'a pas les mêmes voies de diffusion que le livre. Enfin, peut-être que ça touche d'autres enfants aussi. Peut-être, je sais pas. Voilà, peut-être que ça permet d'atteindre. C'est une autre façon de raconter les histoires, et plus il y a de façons de raconter les histoires, peut-être mieux c'est, je sais pas. En tout cas, j'ai pas la réponse à la question précisément. Sí, sí, perfectamente. Bueno, quiero darle las gracias a Clementine, fue muy interesante, gracias por su trabajo. Yo sé que tiene muchos proyectos y la felicitamos por pensar en los niños y en la animación. Y gracias a todos ustedes por haber participado a esta conferencia y a las dos anteriores también en este marco de Animandino 2021. Muchas gracias a todos. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. Au revoir. Au revoir.